On se trouve ici au Mont-Sénois Arena, à Mons, et j'ai ici une personne là devant moi qui va d'abord m'expliquer un peu cet endroit ici. Qu'est-ce que ça représente pour lui donc? Qu'est-ce que ça représente pour toi cet endroit déjà? Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, beaucoup de souvenirs. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. Je suis rentré ici dans le centre de formation. C'était la première étape pour moi pour devenir pro. Il fallait que je rentre dans un centre de formation. Et Mons, c'était un des plus réputés. C'était un de mes objectifs de vie, de pouvoir arriver ici. J'ai connu beaucoup de gens ici, beaucoup d'amitiés avec beaucoup de personnes. Et surtout c'est ma première expérience pro. C'était ici, première fois de ma vie où j'ai appris à vivre tout seul. Donc c'est vraiment le début, le commencement, c'est ici. C'est bien intéressant tout ça. Maintenant, on se demande un peu en gros, à qui est-ce qu'on parle? T'es qui? Qui suis-je? Loïc Schwartz, joueur pro, originaire de Waterloo, 12 ans de saison pro au basket et une simple personne. C'est magnifique, simple et efficace. Alors tu m'as parlé qu'ici c'était vu comme un des meilleurs centres de formation au niveau du basket et tout. C'est une étape par laquelle on doit passer pour devenir pro en tant que basketteur, en tant que jeune basketteur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un chemin à avoir. Chaque personne peut arriver au monde pro d'une certaine manière. Ça dépend de l'humain, ça dépend de lui-même, sa volonté de réussir. Mais le fait de pouvoir aller en centre de formation te donne beaucoup de chance, beaucoup d'exposition et te donne un certain avantage parce que tu as l'infrastructure et les entraîneurs pour te permettre d'arriver au meilleur niveau. On va passer un peu sur ta carrière pro à partir du moment où tu as commencé ici à Mons. Donc c'est ici que tu as commencé ta carrière pro. Tu avais 16 ans, c'est ça? J'ai commencé pro 17 ans. À 17 ans, tu as commencé pro donc ici. Donc tout d'abord, avant ça, est-ce que tu trouves que tu as dû faire des gros sacrifices par rapport à d'autres personnes, par exemple les autres jeunes avec qui tu as grandi, avec qui tu étais, tout ça? Certains sacrifices qui ont fait justement que tu aies pu à ce moment-là avoir cet accès à jouer ici? En fait, avant d'arriver à Mons, j'étais dans un internat de basket. C'était un peu l'élite de la Wallonie. Et j'ai une anecdote, il y avait un psychologue du sport qui était venu. Et la première année, il nous a demandé qui veut devenir pro. Genre, je pense que tout le monde avait levé le bras. Et au bout de ces 4 années, il est revenu et il a reposé la même question. Et je pense qu'il y avait peut-être 10% des gens qui ont levé le bras. Parce que tout le monde veut être pro, mais pas beaucoup de gens veulent faire des sacrifices. Donc je pense, on se dit, ah oui, c'est la belle vie, ils font ce qu'ils aiment. Mais après, il y a un jour, c'est le week-end, tu te dis, ah ouais, c'est l'anniversaire d'un tel, c'est le mariage d'un tel, c'est la soirée d'un tel. T'aimerais y aller, et tu te dis le lendemain, il y a le match, tu fais quoi? Tu vas au match ou tu te dis, ah c'est pas grave, je sors, mais j'assumerai le lendemain? Non, tu es obligé de pouvoir faire des choix à ce moment-là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent le faire, mais quand la réalité arrive, ils se disent « Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais ». C'est ça la grosse différence. Donc, pour revenir à ta question, sacrifice, c'est vrai pour certaines personnes, ce serait des sacrifices, mais pour moi, comme j'aime ce que je fais, j'aime ce sport et que j'ai pas envie de vivre avec des regrets, pour moi, c'est pas des sacrifices. C'est le plaisir, c'est la vie, c'est comme ça. Non, j'aime trop ça. Je me dis, j'ai un temps de vie limité pour faire du sport. On ne fait pas jusqu'à 50 ans, donc autant en profiter jusqu'à ce que je peux. Ah, t'as raison. On te souhaite encore de continuer en tout cas. Ça aussi. Et avec Mons, vous gagnez une Coupe de Belgique. T'as pas énormément de temps de jeu. Est-ce que, en certains temps, le fait de ne pas recevoir énormément de temps de jeu dès le début, est-ce que c'est une chose qui t'a touché, qui a touché un peu ton moral, ou est-ce que tu as su regarder au-dessus et te dire, mon tour viendra, mon temps il viendra, je vais le faire pas après pas, et on verra bien à ce moment-là? En fait, la première année, on a gagné le titre, donc c'est le moment où j'avais signé 17-18 ans. Et pour moi, c'était de l'apprentissage. Je me suis dit, oui, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. En plus, j'ai joué avec la Division 3 puis Division 2 de Mons aussi. Donc pour moi, c'était l'environnement parfait. Mais puis à un moment, j'ai senti que c'était le moment de devoir jouer parce que je marquais plus de 20 points de moyenne en Division 2. Donc je me suis dit, ah oui, l'étape suivante, c'est d'office de jouer en Division 1. Et à ce moment-là, j'ai un peu parlé avec le club et il me disait qu'il fallait que j'attende que le contrat de certains joueurs se termine pour pouvoir jouer. Donc je me suis dit, si je produis aux entraînements, eux, dans leur tête, non, il faut que j'attende. Donc je me suis dit, soit je reste et je suis dans mon confort et oui, voilà, tout le monde me connaît, je signe un contrat sur 3 ans encore et au bout d'un moment, je vais jouer. Ou soit je sors de ma zone de confort et je vais m'exporter autre part et essayer de jouer, quitte à aller dans une équipe de plus bas de tableau et essayer de faire mes preuves. Et je pense que le choix que j'ai fait, on ne pourra jamais dire c'est le bon ou c'est le mauvais, mais c'est le choix que j'ai voulu faire. Donc tu continues avec, écoute, ça t'a déjà ramené bien loin, donc en soi, c'est pas comme si tu avais fait le mauvais choix. Ouais. Tu peux le voir comme ça.
Tu aimerais leur dire quoi au club de Mons? Est-ce qu'ils ont une place sûrement spéciale un peu dans ta tête ou dans ton cœur ou quoi que ce soit? Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose sur... est-ce que s'ils t'ont apporté quelque chose en plus ou s'il y a vraiment quelque chose que tu as trouvé là, que tu n'aurais peut-être pas trouvé autre part, quelque chose de spécial? Déjà pour le club de Mons, moi je remercie quand même l'opportunité qu'ils m'ont donnée depuis de pouvoir côtoyer le monde pro. C'est les premiers. Donc ça, j'oublie pas évidemment. Je pense que dans toute carrière, il y a des hauts et des bas. J'ai eu des hauts et des bas ici aussi. Et je retiens surtout que ça m'a formé mentalement. Et dans le sport, le mental, c'est hyper important. Tout le monde en parle, mais je pense que personne n'écoute vraiment. On se dit, ah oui, le mental, mais c'est tellement important. Et donc, avec tout ce qui s'est passé dans ce club, ça m'a vraiment formé à un point où j'en suis là maintenant, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue à Mons. Bon, alors de là, tu pars à Verviers, Pépinster. Bonne équipe. Les grosses motivations donc, qui te font partir là-bas, comme tu l'as dit là tout de suite, c'est vraiment la fin de vouloir avoir ton temps de jeu, pouvoir te prouver, pouvoir jouer à un plus haut niveau, donc avoir plus de temps pour pouvoir t'exprimer. C'est bien ça? Ouais, je suis parti à Verviers parce que l'entraîneur qui était, c'était mon entraîneur au centre ADEPS à Jambes, où j'ai été formé avant de venir à Mons. Et ça a été aussi mon entraîneur en Division 2 ici à Mons. Il s'appelle Julien Marnegrave. Quand il a repris l'équipe en Division 1, il m'a appelé et je me suis dit c'est une occasion de pouvoir rejouer avec lui et en même temps au monde pro. Donc c'était entre guillemets le choix facile, même si c'était une région que je ne connaissais pas du tout et que j'allais être vraiment loin de ma famille. Même si en Belgique on n'est jamais vraiment loin. Mais voilà. C'est clair, c'est clair ça. En même temps, là on revient sur le fait, tu vois, de cette confiance. Je pense que tu as eu ce coach que tu as eu auparavant et je pense qu'il y avait déjà une certaine confiance qui s'était formée entre vous. Donc c'est sûrement ça. Il me connaît depuis tellement longtemps qu'il me connaissait déjà, il savait toutes mes qualités et mes défauts. Donc s'il me voulait, c'est qu'il savait comment il allait pouvoir m'utiliser. Petite dédicace à lui, il s'appelle comment le... Julien Marnegrave. Ah, ok. Je pense qu'il continue à entraîner, donc dédicace à lui. À ce moment-là, donc tu as 20 ans, ça fait 3 ans je pense que tu es en pro à ce moment-là. Quand tu pars de Mons, tu dis encore rêver un peu de la NBA, donc ouais, tout à fait. de pouvoir jouer à ce niveau. En fait, le problème c'est qu'en Belgique, on a un pays, on ne peut pas trop parler trop fort de nos ambitions. Parce que si on parle trop fort, on va commencer à dire il est arrogant, il a la grosse tête, il se prend pour qui, c'est impossible. Et donc on a un pays juste à côté, la France, où il y a beaucoup de joueurs qui s'exportent en NBA. Moi je joue en France maintenant et je vois la façon dont les gens y parlent. Dès qu'il y a un jeune, comme ils ont des exemples de joueurs qui ont été en NBA, ils peuvent se permettre de dire ah oui, on a un joueur NBA, donc moi aussi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Le problème en Belgique, c'est qu'on n'a pas d'exemple. Donc si nous on aspire à vouloir aller à ce niveau-là, il ne faut pas le dire trop fort parce que sinon ça va être mal perçu. Et donc le fait que je l'ai dit étant plus jeune, ça a été mal interprété, ça a été dit oui, Loïc qui se prend pour qui, il joue même pas en Division 1, il pense qu'il peut arriver à ce niveau-là. Et moi je pense que dès qu'un jeune fait un sport de niveau, on fait un sport de haut niveau parce qu'on est ambitieux. On ne fait pas un sport de haut niveau juste pour dire ah oui, je suis pro, non. On essaie d'atteindre un certain but, on essaie d'arriver le plus haut possible. C'est ça le mental à avoir dans cette compétition, dans ce sport de haut niveau. Et donc, moi, j'étais ambitieux. On dit souvent, en essayant d'atteindre la lune, on atteint les étoiles. Tu vois. Donc, je pense qu'en essayant de viser très très haut, au moins je suis au niveau auquel je suis. D'autres étaient bien meilleurs que moi, mais ils n'ont même pas réussi à être pro. C'est peut-être que leur ambition était différente de la mienne. Et moi, je suis heureux de la carrière que je suis en train de mener. Et pas de regret. Pour un jeune maintenant qui te regarderait et tout, tu lui dirais en gros, rêve quand même, allez, rêve assez haut, mais peut-être pas trop fort ici. Tu lui conseillerais d'être là justement, d'être fort, d'avoir cette mentalité qui est, au Stade, c'est ça, c'est cette mentalité-là de dire aux gens, moi je sais le faire. Je le crie haut et fort, je m'en fous, c'est comme ça. Que tu dirais de reprendre ça, de continuer quand même malgré les trucs ici, ou tu lui dirais d'être un peu plus réservé, mais tout en gardant dans le côté de sa tête. Je pense que les mentalités ont un peu changé, même si on est très en retard. Les mentalités ont quand même changé. Les joueurs peuvent le dire un peu plus fort, un peu plus haut. Donc moi je pense que dès qu'un jeune veut aspirer à être un pro, il faut avoir absolument de l'ambition. Peu importe ce qu'il veut, s'il veut aller en Euroleague, s'il veut aller en NBA, qu'il le dise. Parce qu'un truc qu'on ne peut pas mentir, c'est la conviction d'une personne. Si le jeune est convaincu,
et on le voit, ok, il y aura peut-être des entraîneurs qui vont dire qu'il est arrogant, mais le plus important, c'est toi, c'est la personne. Donc moi je pense il peut le crier haut et fort. Hein. S'il est vraiment convaincu et s'il a vraiment l'ambition et là, il travaille comme un mort-né, aller dans son esprit et se dire oui, moi je veux. Parce que le plus important, c'est soi-même, c'est ton mental, c'est toi. Et donc à ce moment-là, moi je pense, je supporte le jeune qui pense comme ça et il aura toute ma bénédiction et qu'il fasse ce qu'il a envie. C'est le plus important. C'est le plus important s'il veut y arriver. Il se donne tous les moyens et à la fin de la journée, c'est lui-même qui peut se regarder dans la glace. Ça fait justement penser à une phrase. Nous avons tous des rêves et le droit de les poursuivre. Ça te dit quelque chose peut-être? C'est qui de moi? Possible. Ça te dit rien? En tout cas, ouais, c'est sorti de ta bouche. Et là, tu l'exprimes très bien. D'ailleurs, en le voyant comme ça, on peut se dire justement que ton esprit est resté le même là-dedans. Et chapeau pour ça. En tout cas, c'est top. Et vu qu'à Mons, on t'a laissé un peu parler, Pepinster, ils t'ont rapporté quelque chose d'un peu plus, mis à part juste le temps de jeu et tout ça, l'endroit, les coéquipiers avec qui tu étais, tu vois, Pepinster en soi-même, est-ce que ça t'a ramené encore quelque chose en plus? Je pense que Pepinster, le fait d'être vraiment seul là-bas, m'a apporté beaucoup parce que j'avais vraiment l'impression d'être un pro et je me suis dit ah oui, c'est ça la vie que je veux, la vie d'un pro, genre être seul, faire ses courses soi-même, à faire manger tout seul, avoir personne dans son dos et c'est toi, tout dépend de toi. Tes erreurs, tout ce que tu fais, il n'y a que à toi que tu peux le reprocher, il n'y a personne d'autre. Et j'avais aussi l'impression de vraiment être un pro parce que je jouais. Moi, je fais du basket parce que j'aime ça. Et donc, le fait de pouvoir jouer, avoir un vrai temps de jeu, j'ai compris que j'aimais vraiment le basket et c'est vraiment dans cette voie-là que je voulais y aller. De là, tu t'engages au Spirou de Charleroi à long terme. Enfin, tu signes quand même un plus gros contrat que celui que tu avais là. Parce qu'à ce moment-là, tu considères ça comme ton plus gros contrat jusqu'à ce moment-là? Ouais, non. Non, c'est sûr. Il y a une grosse différence. Non, c'est vrai que... Est-ce que ça a changé quelque chose alors, ton style de vie, à la façon que tu faisais, ta vie a un peu peut-être changé, tu sais bien les poches un peu plus remplies, je sais pas, ou quelque chose comme ça, tu fais un peu plus plaisir différemment, donc tu penses un peu moins à d'autres choses, tu es un peu écarté peut-être de certaines choses ou pas du tout? Arrivé au Spirou, je ne peux pas dire que c'était un rêve parce que mon rêve était plus grand, mais il faut savoir que ma mère elle a joué aussi au basket, elle a été pro. Et elle a joué au Spirou, chez Spirou, mais chez les femmes. Donc moi quand j'étais petit, j'allais la voir jouer évidemment. Et évidemment, comme c'était affilié avec les hommes et les femmes, j'allais voir aussi les hommes. Et moi quand j'étais jeune, j'avais deux idoles, c'était Kobe Bryant et Marcus Fesson qui jouaient à la même position mais au Spirou. Donc j'allais tout le temps voir les Spirou. Et donc le fait de pouvoir signer là-bas, c'est comme si j'avais accompli quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Mais est-ce que mon style de vie a changé? Non, pas du tout, parce que comme j'avais des grosses ambitions, je me suis dit, ah oui, c'est juste une étape en plus, une étape où j'ai avancé. Et donc pour moi, je ne voulais pas m'arrêter. Et je ne pense pas que ma vie a changé quoi que ce soit. Je suis resté, c'est une phrase bateau, mais je suis resté le même. Et rien vraiment n'a changé, parce que je me suis dit, ah oui, Spirou, c'est bien, une nouvelle étape dans mon objectif. On continue à avancer, on continue à avancer. Et donc moi, c'était juste une étape en plus dans ma carrière. Ça t'a permis aussi en tant que joueur d'évoluer un peu plus? Tu as senti que ton niveau augmentait, que ce soit mentalement ou au niveau de ton jeu? Le fait de signer à Charleroi, comparé aux autres clubs, c'est que là, il y avait des objectifs bien plus élevés, tu sentais beaucoup plus de pression. Et aussi, même les coéquipiers qu'on recrutait, c'était souvent des joueurs avec des gros CV. Donc là, j'ai compris que je rentrais vraiment dans un monde pro. Il y avait vraiment de la concurrence, même aux entraînements, tu sentais que c'était différent. Généralement, les autres clubs, ils signent peut-être 2, 3 étrangers. Mais là, il y avait vraiment 6 Américains. Et tu sentais la différence, tu sentais que là, ça rigolait plus du tout. Il fallait être là. Il fallait être là tous les entraînements, sinon tu n'allais plus voir le terrain. C'est clair. Et ça a été ça, pour t'adapter? Ma première année, bizarrement, ma première année, ça a été peut-être ma meilleure. J'ai vraiment eu un bon temps de jeu, j'ai vraiment bien joué. Mais je pense qu'après, le problème de Charleroi à cette époque-là, c'était la stabilité. On changeait chaque fois d'entraîneur, on avait un nouveau président, il y avait toujours des problèmes beaucoup extrasportifs. Ça se répercutait sur le sportif. Donc, je n'étais pas vraiment habitué à Moi, j'ai toujours été dans des clubs familiaux et tout allait un peu bien. Et donc, c'était la première fois où j'allais vraiment dans un club, c'était vraiment pro et on va dire un peu business, même si c'est toujours dans l'échelle belge. Mais... De là, tu pars à la côte, donc tu pars vers Ostende.
Est-ce que ça t'a fait, le fait d'arriver, donc tu viens quand même de tout ce qui est Wallonie et tout ça, tu pars à la côte, donc tu pars en Flandre, ça te fait un choc un peu culturel à ce niveau-là, ou allez, je veux dire, surtout au niveau de l'équipe, est-ce qu'ils voient ça différemment? Est-ce que le basket est vu différemment que les autres équipes où tu étais? Déjà, la première différence, c'est que, comme je disais à Charleroi, on avait 6 Américains, mais là, à Ostende, c'était plus, on avait quelques Américains, mais beaucoup de joueurs du pays de l'Est. Genre, on avait des Serbes, des Croates, des Bosniens, Monténégro aussi. Donc c'est vraiment des joueurs de ce pays-là, parce que l'entraîneur lui-même est croate. Et donc c'était vraiment un choc culturel déjà dans l'équipe, qu'ils ont une mentalité complètement différente aux Américains. Et surtout, la très grosse différence entre Ostende et les autres clubs, c'est la pression du résultat et l'exigence à avoir tous les jours. Si on joue là-bas, il faut être prêt à travailler très dur. Je ne vais pas dire dans les autres clubs on ne travaille pas, mais l'exigence de travail est beaucoup plus élevée à Ostende que dans les autres équipes. Donc je pense que maintenant on le voit, ils ont gagné leur 12e titre d'affilée. Comme quelqu'un que je connais qui s'appelle Landry qui m'a dit les hommes mentent mais pas les chiffres. Voilà, c'est la preuve. Normal. Donc tu me disais pour Ostende que voilà, tu joues avec beaucoup de joueurs maintenant des pays de l'Est, qu'ils demandent aussi beaucoup plus au niveau de t'investir, de bien suivre et tout ça. Et ça se prouve, cette année-là, t'es meilleur joueur de l'année, t'es MVP aussi des Finals. C'est justement ça qui, d'après toi, t'a poussé, ou c'était juste que c'est ton moment à ce moment-là d'exploser tout simplement? Ou est-ce que tu penses que ça a été le fait de te retrouver dans un encadrement comme ça où tu devais à chaque fois pousser un peu plus qui a fait que tu as explosé de cette manière-là? J'ai joué 4 ans à Ostende. Mes 3 premières années, on va dire à chaque fois il s'est passé quelque chose où je me suis dit je suis pas content, ou je suis pas satisfait, ou il s'est passé quelque chose qui n'était pas dans mon programme à moi. Et donc je me suis dit, il y avait eu la pandémie là. À ce moment-là, j'ai re-signé à Ostende, mais pour beaucoup moins que ma valeur. Et à ce moment-là, je me suis dit ça peut partir très vite, tu vois. Donc tu peux être un bon joueur, mais il peut se passer quelque chose d'extérieur et ne pas faire ta passion, être mis sur le côté, ne pas avoir de contrat. Il y avait des gens qui cherchaient des contrats à ce moment-là. Moi, je me dis je suis chanceux, mais j'ai plus envie que les autres choisissent. J'ai envie que ce soit moi qui soit le maître de mon destin et que je sois assez bon pour pouvoir faire mes propres choix. Et donc je me suis dit, ces dernières saisons, quand j'ai re-signé après, il faut absolument que j'explose et que je puisse partir à l'étranger. Parce que c'était mon premier objectif, c'était de pouvoir partir à l'étranger. Je voulais qu'Ostende soit une étape aussi. Je voulais avoir des titres et puis partir et pouvoir aller à l'étranger. Et donc à ce moment-là, ma dernière saison, on a joué sans public justement, mais je sais que ça a un peu chamboulé certaines personnes parce que des gens ils sont motivés quand il y a de la foule et tout ça. Et moi j'étais juste concentré sur mon objectif, c'était vraiment être performant et pouvoir partir. C'était tous les jours, c'est ça dans mon esprit. Et le fait de pouvoir être à Ostende, être concentré que sur moi-même et pouvoir m'entraîner autant que je voulais et toujours avoir un entraîneur qui pousse tous les jours, être hyper exigeant, je pense que c'était ça le résultat de ma bonne saison. J'ai travaillé en match, à l'entraînement. Et à la fin, on a eu la Coupe de Belgique, on a été champion. J'ai eu les titres qu'il fallait. J'ai été MVP de la finale de la Coupe, joueur belge de l'année, MVP des finales. Et je pense que c'est le travail que j'ai fait. Et personnellement, j'ai mérité ça. Tout ce que j'ai entre guillemets enduré, tous ceux qui ont été au club, je pense que tout le monde était content pour moi parce que j'ai tellement travaillé pour avoir ce résultat-là que c'est juste ce qui allait se passer. Et c'est encore une preuve que quand on travaille, des bonnes choses peuvent arriver. Et tu me parlais là tout de suite du moment de la pandémie, ça a dû être un moment un peu chaud pour vous. Il y avait pas, pendant tout un temps, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu tout ça. C'était un peu, tout le monde a dû rester un peu à l'intérieur et tout. Qu'est-ce que tu faisais toi à ce moment-là? Comment est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te concentrais encore sur le basket? Ou tu t'es dit plutôt, je me laissais un peu de côté en ce moment vu ce qui se passe? Tu t'es dit justement, je profite de l'occasion pour justement encore devenir meilleur et continuer encore à m'entraîner? Je pense, peut-être pas pour tout le monde, mais donc je vais pas parler des gens qui ont perdu des êtres ou qui ont travaillé à l'hôpital. Mais pour moi, ça a été une très bonne période. J'ai vécu un peu comme un prisonnier, je faisais des pompes tous les jours, je lisais des livres. Mais ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, savoir ce que je voulais vraiment. Et ça m'a surtout préparé pour la saison. Je pense que je me suis beaucoup préparé mentalement, j'ai lu beaucoup de livres. À la fin, ça m'a vraiment mis sur des bons rails pour entamer la saison qui suit. Parce que j'étais persuadé que ça n'allait pas être indéfini cette période. On ne savait pas quand on pouvait entre guillemets retrouver une vie normale.
Mais moi, j'étais déjà préparé mentalement. Donc je pense que, comme je dis à chaque fois, le mental c'est hyper important et c'est encore une preuve de se passer. Et est-ce que pour toi ça change beaucoup de jouer avec ou sans le public? Je veux dire, quand il y a un public, est-ce que c'est genre quelque chose qui push, qui te donne une adrénaline en plus? Est-ce que ça change rien? T'es du genre qu'il y ait quelqu'un qui regarde ou qu'il y ait personne, ça change rien du tout? En fait, quand on arrive sur le terrain et qu'on sent l'ambiance, soit ça peut crisper les joueurs, soit ça peut les mettre dans un état second, genre ils sont hyper motivés. Moi, personnellement, j'aime bien jouer devant un public. C'est vrai que, on va dire entre guillemets, on joue pour ça. Tu vois. De base, on joue pour soi, mais après, on joue vraiment pour jouer dans les grands stades et tout ça. Mais moi, dès que je rentre sur le terrain, je fais abstraction de ce qu'il y a autour et je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y avait du bruit ou qu'il n'y avait pas de bruit, qu'il n'y avait personne, moi, mon but, c'est toujours de gagner. Grâce au stand, j'ai appris à gagner. Quand on apprend à gagner, je pense qu'on aime trop ça. Tu vois. Et donc moi, j'ai vraiment été addict à la victoire et j'ai vraiment trop aimé ça pour vouloir autre chose que la victoire.